Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le très attendu Vivo Nex 3S, un smartphone unique en son genre, un smartphone qui sort de l'ordinaire, un smartphone qu'on va adorer ou détester. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen, comme tous les derniers téléphones qu'on a fait. Actuellement sur Trading Shenzhen, il est à 637 € et comme j'ai pu voir en commentaire, c'est vrai que c'est pas trop cher. Comparé à ce qui se fait actuellement, des téléphones à 800, 1000 €, là, 637, on arrive à un prix contenu. Et vous allez voir qu'il a pas mal de qualité. C'est un modèle 8256. Voilà, disponible en global, enfin en multilangue, en noir, en silver et en orange. Enfin, après, il y en a qui sont pas en stock. Voilà, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans toutes les vidéos, comme d'habitude. Et voilà, donc c'est sympa que si vous voulez l'acheter, de passer par nos liens. C'est ça qui nous aide et qui nous permet de survivre. Du coup, on va commencer par la bête. Donc c'est le Vivo Nex 3S, c'est une petite évolution du Nex 3 pour ceux qui l'ont vu. Jérôme l'a fait. Là, du coup, je me suis dit, Jérôme, je le fais moi. Ça permet d'avoir deux avis différents. On aura peut-être deux avis différents d'ailleurs. On va commencer ça de suite. On commence par le design et les caractéristiques. Donc déjà, je vous l'ai dit, c'est un téléphone unique en son genre. Unique en son genre, pourquoi? Donc déjà, c'est le téléphone qui a le plus gros ratio d'écran, 93,87. On a quelque chose de plutôt exceptionnel. On a au-dessus des bords qui sont très fins avec le haut-parleur que si tu l'as. En dessous, on aura un menton qui n'est pas plus épais d'ailleurs. Et sur le côté, on aura un écran Edge, mais c'est l'écran, il va vachement loin en fait. On aime, on n'aime pas. Alors pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis pas fan des écrans Edge, mais malgré ça, après 5 jours d'utilisation, je me suis fait au gabarit parce que l'écran il est immense, mais honnêtement, je trouve pas si grand que ça. Et du coup, j'ai repris quand j'ai repris mon petit Oppo Reno 3 Pro, j'ai trouvé ça super petit et j'ai envie de plus grand maintenant. Ah, décidément, la dure vie de testeur. Donc du coup, il est pas si lourd, pas si laid, pas si imposant que je l'avais vu durant le déballage. J'ai me suis fait après la semaine d'utilisation et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. De toute façon, on va vers des écrans qui sont de plus en plus grands. Allez, en même temps qu'on fait le tour des caractéristiques, on va avoir le design. Donc, bon, voilà, 76,14 de large sur 167,44 de haut sur 9,4 mm d'épaisseur. Bon, c'est pas des plus fins, mais le gabarit est quand même imposant. Ce qui m'embête le plus, c'est la coque, en fait. C'est la coque qui n'est pas super fine, qui protège le fait qu'il soit en fait, c'est un écran, ils dit waterfall. Donc, incurvé vachement loin, sans bouton sur le côté, on le verra après, c'est tout tactile. Et du coup, quand on met la coque, il protège ni côté gauche ni côté droit. Et ça, c'est un peu dommage. Oui, que j'ai vu en commentaire, s'il tombe, t'as mal où je pense, parce qu'à mon avis, il faut mieux changer de téléphone que le faire réparer. Donc, le poids, 219 grammes. Encore une fois, c'est sûr que c'est rien, que c'est vachement lourd comparé à mon Oppo, mais au bout de 5 jours d'utilisation, tu t'y fais. Et oui, c'est con à dire, mais tu t'y fais, tu fais plus attention, tu trouves ça pas trop lourd finalement. Il existe en 3 couleurs, en noir, en bleu et en rouge, il est fait d'aluminium et de verre. Il y a un écran à l'avant de type Super AMOLED en 6,89 pouces. C'est pas le plus grand, on reçoit le Black Shark Pro à 7,1 pouces, là il y aura du level. Définition de l'écran 2256 x 1080. Il est certifié HDR10+. Il n'y a pas noté, alors j'ai pas vu noter sur des spécifications de protection supplémentaire de type Gorilla Glass 5 ou 6. D'ailleurs, je trouve ça un peu étonnant quand même, qu'il ne soit pas précisé. Donc peut-être qu'il est protégé par une protection supplémentaire, mais il n'est pas précisé. Ça, c'est étonnant. Étonnant pour ce type de téléphone. Surtout là, il y a de quoi protéger. Donc il y a juste un film sur l'écran supplémentaire qui a été posé, bien posé d'ailleurs, qui protégera. Faut pas le tomber. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est des Gaston Lagaffe parmi vous. Faites attention. Donc du coup, on continue. On aura à l'avant, ici, dans le petit... alors je vais l'ouvrir de suite. Salut à tous. Oh, il y a de la poussière. On aura à l'avant un appareil photo dans le pop-up. Là, c'est un téléphone pop-up. Je sais les gens, ils adorent le pop-up. Moi, c'est pas ma préférence, le pop-up. Malgré ça, bon, ils ont réussi à avoir un téléphone qui a assez contenu. Alors un pop-up, dans ce pop-up, on a quoi? On a un appareil photo de 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale, que je vous montrerai... Ah non, je vous montrerai de suite. Alors le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'en fait, pour l'utiliser, pour la mettre en route, il faut se tromper 3 fois avec le capteur d'empreinte. Regardez. 1,
2, 3. Reconnaissance faciale. Voilà, on ne peut pas l'activer simplement en faisant un slide vers le haut, comme sur les Mi 9T ou les autres. C'est dommage. Donc, elle est totalement inutile. Elle est en dernier recours. Voilà, une fois si ton doigt il t'a pris la douche et tu ne reconnais pas, eh bien voilà, en dernier recours, tu as la reconnaissance faciale. Bon, elle marche très bien, mais c'est un peu dommage. Après, c'est juste une partie logicielle. Ça peut être amélioré, je pense, d'ici une future mise à jour. Et il y a un flash. Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Il y a un flash juste à côté qui se trouve là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une lumière en fait. Regardez, activé, tac. Voilà, c'est une sorte de lumière flash. Auto. Voilà. Allez, on éteint tout ça. C'est parti, on continue. Le tout. Alors, on va regarder en dessous. En dessous, on a le type C avec le tiroir SIM. Alors, le tiroir SIM, on va vous le sortir de suite. Hop. Donc, c'est comme tous les téléphones dernièrement, hein. C'est du double nano SIM, tout simplement. Pas d'extension carte SD. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent des téléphones et que c'est éliminatoire. Mais il faut y faire. Les hauts de gamme n'ont pas, 90% du temps, n'ont pas la possibilité de mettre une carte SD. Ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est ça. C'est le business. Business is business. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura rien. Et si, on aura... Alors, c'est très léger. Ça, c'est le bouton Power. Donc, c'est tactile, en fait. Ils vous ont mis un petit marquage. Ici, on a le volume moins et le volume plus. Voilà. Et pour vous repérer, il y a sur l'écran ceci. Donc, là, on l'éteint. On l'allume. Et là, il y a un petit retour haptique. On monte le son et on baisse le son. Il y a un petit retour haptique qui vous fait comprendre comment ça fonctionne. Mais sinon, voilà. Ça marche bien. En fait, il faut prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude parce que là, sinon, au début, on galère un peu. Au-dessus, on aura donc le pop-up, on aura le port jack, comme quoi le port jack ne peut ne pas être sacrifié, même si en haut de gamme, il est toujours là. Le tout animé par un Qualcomm 865, la dernière puce, la plus puissante à ce jour, avec un Adreno 650 pour la partie graphique. Il existe en plusieurs versions. Alors, 8 ou 12 Go de RAM, et après on a du 128, du 256 ou du 512 de place interne. Donc là, si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le Bluetooth, c'est du 5.0. On a une puce audio qui est dédiée, un DAC audio. Il y a une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide de 44 watts et un refroidissement liquide. Et enfin, pour les bandes 4G, il fait full 4G catégorie 18 et il y a 3 bandes 5G. Et du coup, il y a la bande française, pour l'instant, la seule qu'on connaît vraiment qui sera utilisée. Elle est bien dedans, donc il fait aussi 5G plus la 4G qui est prêt pour le futur. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'écran, tout simplement. Donc un écran dit waterfall qui couvre énormément de place. Alors, faut s'habituer, comme je vous l'ai dit, je suis pas un écran de 10 touches, c'est un écran qui est protégé par un film, un écran qui n'a pas de spécificité de Gorilla Glass, par exemple, qui n'est pas précisé. Alors, j'espère qu'il y en a un, parce qu'à ce prix-là, un écran, je vais baisser la luminosité, un écran qui est très joli, qui est AMOLED, qui a toutes les caractéristiques de l'AMOLED, des noirs profonds, une bonne luminosité. Et le truc, c'est que l'écran, les écrans Edge, je suis pas fan. Je trouve que, bon, il est super agréable à utiliser, mais vous allez voir qu'en jeu, il y a un petit décalage, un petit retard tactile, une petite précision tactile qui fait défaut. Bon, après, c'est pas un téléphone gamer, mais il devrait pouvoir être au niveau. Ça, c'est sûr, on verra ça tout à l'heure. Mais sinon, l'écran, bon, quoi dire de plus? C'est ce qui fait la beauté de ce téléphone. Magnifique. Maintenant, il faut aimer les écrans Edge. Voilà, il y a plusieurs sortes d'écrans. Il y a les waterfall, comme ça, comme le Pro de chez Motorola. Il y a les Edge, un peu comme le Fin 2 Pro, le Fin X2 que je vais faire juste après, ou le Mi10. Et puis, tu as les légèrement incurvés. C'est ça que je préfère. C'est ce que j'ai sur mon Oppo Reno 3 Pro ou sur les Samsung S10 Plus, les Samsung en général. Et après, tu as les écrans plats. Il y a plusieurs types d'écrans. Chacun, il verra ce qu'il aime. Allez, donc là, le téléphone, il tourne, on est dans la partie logicielle, on va déjà faire ça, il tourne sur FunTouch OS, donc la surcouche de chez Vivo, et on y retrouve, c'est exactement la même interface que iQOO UI là, que j'ai eu dernièrement dans le iQOO, c'est exactement pareil, avec les trucs en plus qui manquaient, et les trucs qui manquent toujours, on verra ça après. Donc, l'état des capteurs, on aura accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, qui marche très bien, mais là, il ne veut pas marcher. Non, il marche très bien, ne vous inquiétez pas. Et le podomètre.
Ça, c'est fait. Alors, niveau interface, donc je vous l'ai dit, sur FunTouchOS, là, sur couche maison de chez Vivo, ça tourne aux petits oignons. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien. Il manquerait plus que ça avec la dernière puce. Ce serait vraiment ballot. Sinon, ben, quoi vous dire de plus? Ben, je vais vous montrer maintenant les captures d'écran en vous montrant toutes les petites options qu'on peut avoir avec. C'est assez complet, c'est trop complet. Enfin, moi j'adore parce que c'est super personnalisable. D'autres vont pas aimer. C'est comme j'ai dit pour le Iku, c'est une usine à gaz, mais c'est vrai que là ça tourne très bien. Comment on va aller vite hein, parce que ça peut saouler certains. 10 442 le PC marque. Le test, alors le test il n'est pas clean. Il y a 2 applications système que je n'ai pas pu supprimer. Voilà. Il est certifié L3, donc pas de prise en charge de la HD sur des applications de streaming. Peut-être baisser un peu. Alors baisser un peu la luminosité. Les Geekbench, alors le premier, full screen, regardez comme c'est un bel écran. Deuxième Geekbench. Une mise à jour FunTouchOS, désolé, je suis en train de m'étouffer. Un mode enfant. On a le Antutu, alors je l'ai fait 2 fois. Ça c'est la première fois, je me suis dit il y a un problème, ils sont tous à 600 000 presque, à 590 000 et quelques. Là il y a un souci, donc je l'ai fait une deuxième fois. Le test de chauffe, 39 degrés. Test de chauffe, 39 degrés. 10 touches pour le multitouche. Le GPS test 31, satellite fixé sur 55 trouvé, 3 mètres de marge. On a bien la 5G. On a le NFC et le OTG. Alors on a un mode sombre. Alors le mode sombre là il marche un peu mieux que celui Iku parce que j'ai pas eu de problème sur Gmail. Mais un mode sombre où on ne peut pas choisir des applications à enlever. Donc c'est une application qui vous... C'est vous tout ou rien. Ou vous mettez tout le téléphone en sombre ou rien. Voilà, c'est dommage parce que chez son cousin Oppo, tu peux choisir comme sur mon téléphone. Et si t'as pas envie d'avoir une application en mode sombre, tu peux le décider. Et ça tu peux pas. La couleur de l'écran. Lumineux standard ou normal. Ça, c'est le Always On Display, exactement comme chez Iku. Pareil. Ça, c'est les petits icônes quand tu cliques sur l'écran, ça fait des animations. Ce sera surtout pour les filles, ça, hein, les petits cœurs qui apparaissent quand tu bouges. C'est utiliser un peu plus la batterie, mais bon, il y a une grosse batterie. Là, les effets lumineux d'ambiance, c'est quand on t'appelle, ça clignote dans tous les sens. Ça fait super effet boîte de nuit. Les animations de démarrage et sortie d'application, les animations de déverrouillage et d'accès à écran d'accueil, les animations de reconnaissance d'empreintes digitales, décidément, les animations de chargement. Oui, on peut tout faire. Et ça, c'est la ROM la plus complète à ce jour sur Android. Il n'y a pas mieux. Même lui, il ne faut pas tout ça. Une deuxième mise à jour, j'ai eu par la suite. Navigation système, les gestures, 2 sortes de gestures différentes, ou des boutons, pour ceux qui préfèrent à l'ancienne. Le guide, un guide visuel pour voir un peu où se situent les boutons power, boutons volume plus moins. Vous pouvez choisir la sensibilité des boutons avec le retour optique. Un assistant jeu, bon ça c'est comme tous les téléphones maintenant, pour bloquer les appels, etc. Alors il y a des raccourcis, mouvement intelligent, démarrage rapide, easy touch, clignotement, lampe de poche, planification des tâches, en mode une main, accessible. On voit bien, on va faire comme ça. Donc, réveil intelligent, activation, désactivation, appel intelligent, rappel intelligent. Donc ça, c'est en quoi? C'est quoi? Il y a démarrage rapide aussi. Donc tout ça, c'est tout ce qui est double tap, dessiné sur l'écran, etc., etc. Je sais plus si j'ai fait les captures, mais c'est commun à tous les téléphones. Il y a bien le double tap pour l'éteindre et pour l'allumer. Bon, pour l'allumer, ça sert à rien parce que du coup, ça marche pas avec la reco faciale. Mais ben voilà, il y a le double tap. Il n'y a pas dans ça dans les coups et ça, c'est bien dommage. On revient. On continue, donc démarrage rapide, ça c'est un petit raccourci. On va encore baisser, hein, sinon je vais encore devoir refaire une vidéo. Voilà, c'est mieux. Démarrage rapide, ça c'est un raccourci associé à un bouton spécial de réduction du volume. Le Easy Touch, c'est un peu... Du coup, on n'y voit plus rien. Décidément. Le Easy Touch, c'est un petit carrousel. Quand il y a un petit rond qui apparaît, tu cliques dessus, ça fait un petit carrousel et ça fait des raccourcis. Une lampe de poche qui s'allume quand vous avez des messages, des appels, etc. Le mode une main. Le S-Capture pour faire des captures faciles avec les 3 doigts. C'est plus simple hein, parce que là, trouver le volume bas plus power, c'est un peu galère. Hop, on est trop loin là. Appel SOS d'urgence en cas d'être en galère. Clonage d'application. Alors là, il y a un bug, il prend en charge aucune application. Ça sert totalement à rien. Ça, c'est bien. Ça vous permet de prendre une application et de pas qu'elle soit arrondie sur les côtés. Vous avez vu là, ça va. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Comment vous montrer ça dans Chrome. Alors j'ouvre Chrome, voilà, bon je suis dans des spécifications, je vais vous montrer ça de suite. J'ouvre le clavier et en fait le clavier ne va pas sur les côtés, je l'ai désactivé. Le clavier, 2 bandes là qui apparaissent et en fait le clavier se met à plat.
tout simplement. Ça permet de pas avoir le A qui se trouve au niveau de l'Edge en fait. Donc c'est plus simple à écrire. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a des applications, c'est pas fait pour que ce soit vachement Edge parce que tu vas chercher l'icône sinon loin. Et du coup, tu peux choisir les applications qui ne sont pas affichées dans la zone Edge. On arrive à l'autonomie, une autonomie de 30, alors en 13h46, 14h, allez, 37% utilisé seulement. Grosse batterie, grosse autonomie. 2 jours facile, 2 jours et demi peut-être. 9 minutes d'appel, le jour d'autonomie, 3h28 sur l'écran. Et ça, on peut voir la courbe. Alors que là, c'est du Call of Duty, tac tac, on le voit direct. Hein. J'ai joué à Call of, tous les téléphones, ça pompe une énergie énorme. Et du coup, en même temps, ça montait à 33 degrés, ce qui est plutôt correct. Franchement, ce 865, il chauffe pas. Contrairement au dernier, là, celui-là d'avant. 855, il chauffait vraiment pas mal. Et le vrai Antutu, 583 175. On a fini pour la partie logicielle. On va passer directement à la partie photo. Alors la partie photo. Alors, mode nuit, mode portrait, mode photo, mode vidéo, mode plus. Alors dans mode plus, on aura 64 mégapixels, panorama, live photo, ralenti, accéléré, professionnel, selfie adorable, audio amusante et Jovi Vision. Jovi Vision qui est un truc, un assistant de chez Vivo, mais bon là c'est en chinois. On a un zoom, alors on va mettre en photo, zoom x1, zoom x2 et grand angle. Alors il y a marqué sur Keymovie grand angle et macro. Là, c'est que grand angle. J'ai pris des photos macro avec. Ça a l'air de fonctionner, même s'il ne te marque pas macro sur l'écran. Vous en aurez 2 de photos. Le flash, le HDR, là, c'est les petits filtres. Bon, après, pour ceux qui connaissent, ils ne sont pas perdus. On a plusieurs modes. On a 16 neuvième, 1.1, plein écran ou 4 tiers. Moi, je prends 16 neuvième. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour prendre de belles photos. Emplacement géographique, selfie en miroir, ça c'est les options qu'on peut voir sur l'appareil photo. Bien sûr, tu as une intelligence artificielle qui reconnaît les scènes et les 2 vidéos que je vous ai faites, ce sera du Full HD 60 fps. Allez, je vous mets tout de suite, pourquoi je suis tout seul, tout de suite les photos sur directement. Et je vous mets les photos avec la petite musique qui va bien, histoire de vous détendre. Et on reviendra juste après avec l'appareil photo frontal.
Allez, comme d'hab, je reviens avec l'appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 16 mégapixels. Donc ce pop-up là qui fait un petit bruit mécanique quand il s'ouvre, bon rien de méchant. Donc ça me permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne en vidéo et en même temps que la capture du son. Donc niveau photo, ben, c'est plutôt propre. J'ai fait les mêmes photos que d'habitude, donc j'ai trouvé ça plutôt correct. En plus l'écran, ben franchement ça met bien en valeur. Hein. Le fait d'avoir un écran comme ça, c'est vrai que niveau photo c'est plutôt sympa. Et donc du coup voilà, photo de nuit, je vous ai mis 3 exemplaires de photos de nuit. Moins bien, je trouve que moins bien que sur mon Reno 3. Pour l'instant, j'ai que le Reno 3 Pro 5G pour comparer. C'était un peu moins bien. Et sinon, ben non, dans toutes les conditions, le flash de nuit marche plutôt bien. Le mode de portrait à l'avant, je trouve que l'image est un peu blanche. Un peu blanche. La qualité, bon, c'est pas la même qualité à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière, on a une belle qualité. À l'avant, un peu moins. Un peu logique. Bon, sur ce, ben, on va passer à la suite du test. Allez, la dernière partie du test avec le son. Alors déjà, la déception, la grosse... Ah, la partie jeu. J'ai oublié la partie jeu. Non, vous inquiétez pas, je vais la faire juste après. Ce sera à la fin. Donc, dernière partie de ce test. Avant la partie jeu, c'est le son. Et le son déjà du écouteur de tête, il marche très bien. On entend très très bien, bonne qualité. Et honnêtement, quelle déception j'ai eue quand j'ai vu que le téléphone n'était pas stéréo. À ce prix-là, un téléphone qui n'est pas stéréo, c'est vraiment dommage parce que le stéréo, j'ai pu l'avoir sur mes derniers téléphones, ça apporte un truc, un plus vraiment, vraiment pas négligeable. Surtout en jeu. Parce que quand tu joues, tu truc un peu ce côté-là, tu t'entends plus rien. Voilà. Après, le parleur, il marche bien, mais il n'est pas foufou non plus. Donc, j'avais oublié la partie jeu. Donc, je vais lancer Call of Duty. Hop, le mode turbo se met en route. Alors, en gros, comment vous expliquer? En fait, le Iku, qui était un écran plat. Alors, je sais pas si y a un rapport avec l'écran Edge et un écran plat. Mais en fait, le Iku, il avait un rafraîchissement sensitif de 180 Hz, je sais pas quoi, exprès pour le jeu et tout. C'était super précis quand tu jouais. Là, mais on s'habitue avec lui. Là, on voit que moi qui joue au sniper, la sensibilité tactile, comme le Reno 3 Pro, a un petit décalage. En gros, j'arrive pas à être super précis. C'est une question d'habitude. Après 5 jours d'utilisation, j'ai réussi à m'habituer, je fais plus trop attention. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une différence. Voilà, il y avait une différence. Quand j'essayais d'être précis, quand un mec il était super loin, j'avais plus de mal à pouvoir viser correctement, à mettre bien le viseur dessus, le type, qu'avec le Iku par exemple. Voilà. C'est la précision tactile qui fait un peu défaut pour les jeux, mais c'était vraiment très minime. Hein, mais ça se ressent quand on est un gros joueur comme moi, ça se ressent vraiment. Enfin, un gros joueur, j'ai pas dit que j'étais un gros joueur, je joue beaucoup. Hein, ça veut pas dire que j'ai un niveau extraordinaire. Voilà, je suis un campeur sniper. C'est comme ça qu'on me surnomme. Mais après, hein, c'est comme ça que je fais des kills. Hein. Bon, c'est vrai. Bon, ça y est, le test de ce Vivo Nex 3S, une petite évolution, est terminé. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un téléphone qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est pas pour moi déjà. Le prix est contenu, ça c'est vrai par rapport aux autres, mais c'est parce qu'il manque aussi quelques trucs dedans. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.